Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la présentation du Tour de France 2021. On va revenir sur le parcours qui a été annoncé dimanche. Je ne sais pas quand cette vidéo va être mise en ligne parce que la F1 met un petit peu de temps avant d'arriver en ligne. Je regrette presque de l'avoir mis en 1080 et pas en 720. Savoir que des fois il y a certaines vidéos qui, par exemple les vidéos de Giro, on les a passées en 720 pour une raison extrêmement simple, c'est ma connexion internet est tellement lente que si je mets en 1080, ça prend 3 plombes en ce moment. C'est la magie de l'internet. Pas encore la fibre, hein, donc on fait avec. Là, on va donc parler de tout ce qui est parcours. On va voir les difficultés majeures sur les étapes. On va faire vraiment un déroulé de tout le parcours. Je vous invite même à regarder la carte du Tour de France. Ça nous évitera comme ça d'avoir des petits soucis. Hein. Regardez la carte générale du Tour de France, ça sera un avantage, je pense, pour bien comprendre cette vidéo. Je donnerai ensuite mon avis sur le parcours. Puis je donnerai mes favoris, enfin les types de coureurs qui devraient bien se débrouiller sur ce genre de parcours et qui devraient être performants sur ce type d'étape. Allez, on commence tout de suite. Donc je me base sur le site, hein, l'équipe. Première étape, Brest-Landerneau. Donc on part de Brest, bien entendu, et pour faire 4 jours en Bretagne, hein, les 4 premières étapes sont en Bretagne, Landerneau, avec une arrivée au sommet pour cette première étape. On aurait pu s'attendre à ce qu'on donne le maillot à un sprinter, par exemple, hein, ça aurait pu être le cas, ça aurait pu même donner des envies à certains sprinters comme Arnaud Démare de venir, et ça sera une arrivée au sommet, alors une bosse de 3 km à 5,5 de moyenne. Ça peut convenir à des profils de coureurs à la Diego Ulissi, à la Peter Sagan, cette première étape, hein, une montée très sèche mais assez courte quand même. Donc ça peut convenir à ce type de coureur, même à un Michael Matthews, encore aussi du côté de Sunweb, enfin qui ne sera plus chez Sunweb en 2021, ça peut convenir à un Michael Matthews. Voilà. Vous voyez ce type de profil-là de coureur à la Philippe. Je pense que c'est un peu trop plat pour à la Philippe. Voilà. Mais après je peux me tromper. Peut-être un cause de froid par contre, plus sur ce type de parcours. Mais avec un passage à 14% au pied, mais ensuite c'est plat sur la deuxième partie. Donc si vous voulez éliminer les mecs comme Sagan, il faut vraiment attaquer fort la côte. Faire attention quand même sur ces 3-4 premiers jours, enfin surtout sur les 3 premiers. On est quand même très proche souvent de la mer, donc s'il y a un petit peu de vent, ça peut avoir des conséquences. Le lendemain, Perros-Guirec, Mur de Bretagne, 190 km. Du côté de cette étape Perros-Guirec, tout le début de journée, c'est le long de la mer. Donc là, vraiment, on est quasiment sur les, je vais dire, de visu, on va dire, de ce que j'ai vu du parcours. Je l'ai regardé en direct. On est à peu près 130-140 km, vraiment avec la mer. Donc, encore une fois, le vent, dans ce genre de situation, il vient toujours de la mer. Donc, si le vent est fort, ça peut avoir des conséquences vent de côté. Les 50 derniers kilomètres sont vent de dos, parce qu'à un moment, on va prendre un virage et on va récupérer Mur de Bretagne qui est dans les terres. Mur de Bretagne qui sera passé de manière différente des autres années. C'est-à-dire que d'habitude, Mur de Bretagne, on avait une grande descente, cuvette, et ce qui faisait que les 500 premiers mètres, 600 premiers mètres, on les faisait sur l'élan de la descente. Là, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que la montée est un petit peu plus courte, je crois de mémoire, hein, 2 km. Par contre, on prend la montée à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a un virage sur la droite, ou sur la gauche, je ne sais pas dans quel sens ça sera, dans quel sens on arrivera. Et ensuite, c'est à l'arrêt, avec le premier kilomètre à 10% de moyenne, le deuxième est un petit peu plus plat. C'est surtout les 500 derniers mètres hein, qui sont quasiment plats à Mur de Bretagne. Donc c'est une arrivée qui est connue. Il y a rarement des gros écarts et ça convient bien entendu à des punchers, donc à des coureurs comme Alaphilippe ou Ulissi, encore une fois. C'est un petit peu ce profil-là, même un Remco Evenepoel par exemple, hein, il ne faut pas négliger. Troisième étape le 28 juin, Lorient-Pontivy, 190 km. Certainement la première étape on ira au sprint, certainement parce qu'il faudra faire attention au vent dans cette étape entre Lorient et Pontivy. Et puis on terminera par une quatrième étape, 152 km, une étape qui sera assez courte, mais pour une question de transfert, je crois me rappeler, mais c'est surtout, voilà, ça sera une étape un petit peu plus courte, donc c'est toujours intéressant les étapes de sprint un peu plus courts, parce que c'est souvent un peu plus nerveux et c'est pas aussi facile de récupérer l'échappée que sur une étape de 200, 300, enfin de 200, 300 km, de 180, 200 km, 220 km où l'échappée
est plus facile à récupérer parce qu'elle se fatigue. Là, sur une étape de 150 km, l'échappée a peu de chances de se fatiguer. Ensuite, 5e étape, pour éviter d'avoir trop de sprints d'affilée, ça c'est une bonne idée. On a un contre-la-montre entre Changé et Laval, c'est le contre-la-montre le plus long de la première semaine, malgré tout ça reste 27 km, complètement plat. Donc ça devrait... ce sera un contre-la-montre pour spécialistes, hein, donc si vous avez Ghana ou Rouen de Nice, ça sera compliqué de les battre. Après, on verra si Ineos emmène pas d'autres coureurs et si Rouen de Nice est dans le cas de Ghana, on viendra sur cette course. Intéressant sur ce chrono individuel, c'est que c'est que 27 km. Donc même si vous n'êtes pas excellent en montagne, excellent en contre-la-montre, sur les meilleurs, vous allez perdre 2 minutes 30. Ça sera déjà un très mauvais contre-la-montre si vous perdez 2 minutes 30. Donc vous vous retrouvez à 2 minutes. C'est bien parce que vous n'êtes pas trop loin avant la haute montagne. Le lendemain, long transfert entre Laval et Tours. Là, il faudra faire attention. Étape de simplement 144 km entre Tours et Châteauroux. Ça sera une étape pour sprinter. Faire attention, Tours-Châteauroux, c'est que l'étape est très courte, 144 km. On a rarement vu une étape aussi courte en plein Tour de France sur une étape de plat. Donc ça veut dire que ça va être sacrément animé sur cette étape-là. Le lendemain, faire attention parce qu'entre Châteauroux et Vierzon, au départ de l'étape numéro 7, il n'y a pas énormément d'hôtels. Donc certainement, on sera un petit peu éparpillé un peu partout dans le Berry pour bien connaître la région. Étape numéro 7, c'est une étape que certainement je suivrai du public. Enfin, j'essayerai. Quoique je vous ferai également la review, donc c'est pas forcément facile, mais bon, ça fait peut-être depuis tellement longtemps que le tour est pas passé à côté de chez moi qu'à un moment, il faut y aller. Vierzon-Le Creusot. Étape 248 km qui va traverser le Cher, la Nièvre en grande partie, traverser surtout le Morvan. C'est une étape qui va être en 2 parties, on va dire. La première partie très plate. Entre Vierzon, Bourges, Nevers, c'est plutôt plat. Malgré tout, c'est pas forcément évident. Étonnant également de faire partir une étape de Vierzon, parce que pour ceux qui connaissent Vierzon, faut vraiment vouloir aller à Vierzon. Hein. C'est pas par envie touristique que tu vas à Vierzon. C'est vraiment une ville qui est assez moche. Je vais peut-être me faire incendier par tous les gens qui habitent Vierzon. Mais à part le pont qui traverse le Cher, c'est une ville très moche. Donc ensuite, Vierzon, on va à Bourges. Donc là, c'est plutôt des routes larges, pas trop de problèmes. On quitte Bourges pour aller à Nevers. Là, on sera sur des routes un peu moins bonnes, mais qui restent à peu près tranquilles. C'est après Nevers pour aller vers Autun. Donc là, on traversera la Nièvre par le Morvan. Et là, ça se complique parce que le Morvan, ce sont des routes avec un rendement très mauvais. Il y a une particularité un petit peu en Bourgogne. C'est que dès que vous rentrez en Bourgogne, vous avez un goudron assez rouge et avec du gros grain, un petit peu comme dans le Massif central. Et c'est un goudron qui ne rend absolument pas. À partir d'Autun, tout ça. Et là, après Autun, le Creusot, ça va être plutôt vallonné. Faudra faire attention avec une arrivée en côte. Arrivé peu avant le Creusot, avec une côte avec un dernier kilomètre à 13,1 de moyenne, une côte qui fait à peu près 5 km. Sur une étape aussi longue, avec des routes aussi galères, on peut avoir des surprises à l'arrivée du côté du Creusot le 2 juillet. 3 juillet, long transfert encore entre le Creusot et Oyonnax, et on va sur la première étape alpestre avec une arrivée au Grand Bornand, 151 km, particularité cette année, on prend les Alpes avant les Pyrénées. Étape alpestre qui n'est pas la plus dure, j'ai pas agrandi l'image, je vais vous l'agrandir tout de suite entre Oyonnax, parce que là j'ai le profil complet. On aura le col de Rome, mais ça sera pas le premier col de la journée, le col de la Colombière. Également, il y aura un enchaînement en fait, col de Rome, col de la Colombière, arrivé en descente avec un petit peu de plat même. Voilà, j'ai le profil provisoire, je rappelle là c'est parcours provisoire pour le Tour de France. Donc Oyonnax, on aura un début de journée plutôt plat. Et puis la côte de Mont-Sassonnex, 5 km 7 à 8,3 de moyenne. Je ne sais pas encore c'est de quelle catégorie, mais 5 km 7, ça sera entre 2 et 3e catégorie. Et puis on arrivera par le col de Rome, 8 km 8 à 8,9 de moyenne, col de Rome. Le passage le plus difficile, c'est le kilomètre, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, avec 10,5 de moyenne, mais c'est une côte avec beaucoup de pourcentage très régulière, beaucoup de pourcentage au-delà des 8,5%.
On redescend, col de la Colombière, 1618 mètres. Ça sera une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et là, c'est dur tout le temps avec, grosso modo, par le premier kilomètre qui est à 6% de moyenne. Derrière, c'est 8,5, 9, 9, 9, 9, 10,2, 9,7, 9,8. Et donc, ça fait à peu près 22 kilomètres entre le pied du col de Rome et le sommet du col de la Colombière. Il y a à peu près 22 kilomètres, dont 12-13 de montée. Donc, ça veut dire que ça va faire un petit peu mal aux pattes. Et ensuite on arrive au Grand Bornand après 151 km de course. Le lendemain, Cluses-Tignes, c'est l'étape, je ne sais pas si c'est l'étape la plus dure, mais avec une arrivée au sommet. C'est l'arrivée qu'on devait avoir il y a 2 ans, quand Alaphilippe avait perdu le maillot jaune avec cette grêle qui était arrivée à Tignes, et ce qui fait qu'on n'avait pas pu faire la descente vers Tignes et qu'on n'avait pas pu faire cette arrivée. C'est pas vraiment la même arrivée vers Tignes, hein. Vous allez voir, elle est un petit peu plus difficile cette arrivée. L'étape est très courte, 145 km, c'est l'étape de montagne la plus courte, je crois, de ce Tour de France. On aura la côte de Domancy, puis le col des Saisies, 9 km 4 à 6,2 de moyenne. C'est une côte qui est entre deuxième et première catégorie, on va dire. Col du Pré, là ça sera première catégorie, à 1748 mètres d'altitude, 7,7 de moyenne, 12 km 6. Le Cornet de Rosselan, on enchaîne, 5 km 7 à 6,5 de moyenne. La descente, la montée vers Tignes, 21 km à 5,6 de moyenne. La montée de Tignes, donc là on prend la version longue, mais la version également avec peu de pente. Donc ça, c'est pas sûr qu'on fasse les différences dans la différence dans ces étapes alpestres là. Ça sera pas la fin des Alpes encore, parce que vous voyez la montée de Tignes, il y a un passage compliqué entre le kilomètre 15 et le kilomètre 16 à 9,5 de 9,1 de moyenne, mais sinon c'est irrégulier mais pas très dur non plus. Enfin, c'est pas la côte la plus dure. Voilà, il y aura pas forcément des gros écarts, surtout qu'il y aura encore 500 mètres de plat, vraiment tout plat. Entre le même plus de 500 mètres, je dis une connerie, 2 km et demi de plat entre le sommet et l'arrivée à Tignes, donc faudra voir. Le lendemain, donc avant la journée de repos ou après la journée de repos? Non, après la journée de repos, pardon, une étape de plat entre Albertville et Valence. Étape là pour se remettre en route, pour remettre les jambes après la première journée de repos qui devrait bénéficier aux sprinters. J'ai pas le profil de cette étape là. Le lendemain, Sorgues-Malaucène, particularité, déjà 199 km. Particularité surtout, c'est qu'on revient dans les Alpes après une journée un petit peu de pause. On revient dans les Alpes, mais on revient par le mont Ventoux, avec 2 passages au mont Ventoux. Le deuxième passage comptera avec des secondes de bonification. Ça a déjà été annoncé par le Tour de France. 2 passages par le mont Ventoux, mais on va dire qu'il y a un passage compliqué et un passage facile. La première difficulté de la journée, ça sera le col de la Liguière, 9 km 3, 6, 7 de moyenne. Ça sera au bout de 4 km de course, le sommet, donc à peu près à plus de 120 km de l'arrivée. Et puis ensuite, on a le premier passage vers le mont Ventoux, avec un passage à Chalais-Reynard. C'est la montée qui prend son pied à Sault, je sais pas trop comment le dire. C'est pas, pour les spécialistes, c'est pas la vraie montée du Mont Ventoux. Jusqu'à Chalais-Renard, c'est à 5 de moyenne, 5% de moyenne. Et à partir de Chalais-Renard, ça devient plus difficile, avec surtout un dernier kilomètre complexe. Et puis on aura le deuxième passage au Mont Ventoux, l'arrivée qui sera à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, un peu plus. Ça sera précisément 17 km de l'arrivée, avec le deuxième passage au Mont Ventoux. Là c'est le passage tant redouté, c'est 15 km avec Chalais-Renard, et là c'est la montée la plus difficile, avec le départ à Saint-Estève, mais entre les deux montées il y aura quand même une bonne dizaine de kilomètres de plat. On passera par exemple à Bédouin, et arriver donc en descente du côté de Malaucène. Voilà pour cette étape numéro 11. L'étape numéro 12, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Nîmes. C'est une étape, je dirais, étoile de Bessèges un petit peu, cette arrivée à Nîmes. Donc faire attention, Tramotane, le vent peut être très violent et ça peut faire des coups de bordure, donc faire attention à cette étape. 161 km en plus, c'est une étape assez courte, donc ça peut rouler très très fort pendant toute la journée. Le lendemain, faire attention encore entre Nîmes et Carcassonne, ça sera un petit peu vallonné quand même, donc il y aura, je pense, une belle bagarre entre sprinters et baroudeurs. 220 km quand même d'étape. Et puis on attaquera les Pyrénées par une étape vraiment de baroudeurs, l'étape du 10 juillet. C'est une étape
on prend les contreforts des Pyrénées avec le col de Montségur, 4 km 2 à 8,6 de moyenne, le col de la Croix des Morts, 6 km 8 à 5,8 de moyenne, et le col Saint-Louis, à 4,7 km à 7,4 de moyenne, qui sera à moins de 20 km de l'arrivée. C'est quand même vraiment une étape typée pour baroudeur à ce moment-là de la course, et surtout le lendemain, on ira entre Céré et Andorre-la-Vieille. Sur le papier, ça semble très alléchant. En fait, en vérité, c'est un peu moins le cas. 192 km entre ces deux villes dans cette étape du 11 juillet. On sera la 15e étape. Et là, ça devrait convenir aux grimpeurs. Mais il faudra encore partir de loin avec une étape qui commencera au bout de 60 km avec la montée de Montlouis, qui est une montée de 8 km 4 à 5,7 de moyenne. Et puis ça redescendra un petit peu. On aura ensuite le col de Puy-Morins, puis le pas de la Case, le port dans Valira. Quel souvenir, Henri Desgranges, qui nous emmènera à 2048 mètres d'altitude, et puis le col de Bessalis, 6,4 km à 8,5 de moyenne, et l'arrivée en descente à Andorre la Vieille. On aura après la journée de repos, encore une étape de plat autour des Pyrénées, ou qui pourrait convenir un petit peu aux baroudeurs, avec le pas de la Case, Saint-Gaudens, puis le lendemain Muret, Saint-Lary-Soulan, avec un enchaînement col de Perrossoude, Val-Louron, col du Portet, qui va faire très très mal. Ça sera l'endroit le plus haut du tour, 2215 mètres d'altitude, le col du Portet 1, je crois que c'est au-delà du Mont Ventoux, oui. Donc ça sera difficile. Et puis Pau, Luzardiden, pour la prononciation, on prendra le Tourmalet, donc là, très difficile, et puis la montée de Luzardiden. Ça sera la dernière des 3 arrivées au sommet de ce Tour de France. Puis ensuite Mourenx, Libourne, le 16 juillet, qui sera la 19e étape, la 20e étape, l'avant-dernière, donc Libourne, Saint-Émilion. Faire attention, 31 km de chrono. Il y aura peut-être un petit peu de vallon sur la fin de journée, parce que Saint-Émilion, le vin, qui dit vin, dit les Jarres-Côtes au niveau de la topographie. Et puis à l'arrivée, on partira de Chatou, petite ville magnifique des Yvelines, pour aller du côté de Paris, où on ira encore s'imposer du côté des Champs-Élysées. Mon avis sur le parcours, tout de suite, je viens de péter mon stylo. Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui le sont moins. Je trouve que les choses qui sont bien sur ce parcours, déjà, on a des vrais Pyrénées. Et ça nous manquait, parce que cette année, très clairement, il y avait des Pyrénées qui étaient extrêmement courtes, avec simplement 2 jours, et 2 jours qui n'étaient pas très difficiles, parce que à part c'était le pas de Pérol, non, le pas de Pérol cette année, j'ai oublié le parcours du Tour, je m'en excuse. Il y a eu le Giro entre temps, la F1, donc des moments j'oublie certaines choses. Alzheimer également, mais c'était pas très difficile cette année. Il y avait qu'une difficulté majeure. Heureusement, le dimanche, qui était l'étape la moins dure, il y avait eu cette fabuleuse échappée de Marc Hirschi qui nous avait animé la journée, et l'étape avait été très rapide. Mais sinon, il n'y avait pas de difficulté majeure. Donc cette année, on a enfin des vrais Pyrénées avec des grosses difficultés. Le Tourmalet, Luzardiden, il y aura également Perrossoude, le col du Portet, Val-Louron. Ce qui manque, c'est la montée d'Andorre. Ça, c'est un peu frustrant. Mais sinon, on a des belles étapes dans les Pyrénées. 4 jours, parce que déjà l'étape du 10 juillet, c'est un petit peu une étape dans les Pyrénées. Le Saint-Lary-Soulan, ça sera le 14 juillet. Donc ça, il faudra noter ça, bien entendu. Luzardiden, donc voilà, on aura vraiment des belles Pyrénées avec des vraies étapes, en plus des étapes longues avec du kilométrage. Ce que j'aime également, je viens de parler du kilométrage, c'est qu'on a des grosses étapes de montagne. C'est-à-dire qu'on n'a pas des étapes de montagne où on joue juste sur une difficulté majeure. On a des étapes de montagne où on construit quelque chose. On a des étapes de montagne cette année, à part dans les 2 premiers jours dans les Alpes, qui vont faire 200 km, au moins 180 km. Et c'est des étapes où on sait que c'est au moins 5 heures de vélo. Ce qui veut dire que 5 heures de vélo, ça veut dire de la difficulté, des soucis au niveau de la récupération, et ça engendre de la fatigue qui peut-être coûter en fin de Tour de France. On a trop souvent eu ces dernières années des étapes de montagne où on faisait 100 km. Alors c'est sympa de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps des étapes ultra courtes. Surtout sur des étapes de montagne, ça n'a pas toujours de l'intérêt. Alors que des longues étapes,
bah il faut contrôler quand même l'échappée, donc ça use des équipés pour l'équipe de leader, et puis vous pouvez tenter de partir de loin, parce que vous savez que la fatigue, l'enchaînement des montées va engendrer de la fatigue, et vous pouvez retourner des situations, ce qui n'est pas aussi facile sur une étape de 120 km. Et il peut y avoir des gros craquages, ce qui peut être un peu moins le cas sur une étape de 120 km. Ce qui est intéressant également, c'est les étapes de sprinter, parce qu'à l'inverse, les étapes de sprinter sont plutôt très courtes. Surtout Châteauroux-Tours, par exemple, qui fait 144 km. Redon-Fougères, ça fait 152. Donc c'est pas très long. 169 entre Albertville et Valence. Non, 186 pardon, entre Albertville et Valence, c'est un peu plus long. C'est après les Pyrénées, voilà, c'est dans les Pyrénées où ça fait que 169. 161 km, voilà, entre Saint-Paul et Trois-Châteaux. Non, il y a vraiment des parcours qui sont très intéressants. 169, c'est entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens. Il y a très peu d'étapes qui vont être très longues et très chiantes. Et ça, c'est bien. Parce que même l'étape la plus longue de ce Tour de France, qui fait quand même 250 km quasiment, parce qu'avec le fictif, ça va faire 250 km, ce qui est intéressant, c'est le Morvan, ce qui va engendrer de la difficulté. Et donc, et l'échappée qu'il faudra quand même rattraper. Donc, ça sera une étape intéressante. Vierzon, j'ai oublié le nom de l'arrivée, c'est terrible. Vierzon-Le Creusot, voilà. Bon, et puis le départ, on a mis quand même 2 étapes avec une légère difficulté à la fin, donc il y aura une bagarre pour aller récupérer le maillot jaune entre des Michael Woods, des Alaphilippe, d'autres coureurs de ce type. On va passer au truc qui me semble moins intéressant. Le contre-la-montre. Les 2 contre-la-montre, c'est bien, il y en a 2. C'est mieux que d'habitude. Malgré tout, ce sont des contre-la-montre tout plats, et qui sont vraiment pour spécialistes et sur des distances qui sont pas extrêmement longues. 27 km d'un côté, 31 km de l'autre, c'est pas suffisamment long. Moi, j'aurais préféré avoir des contre-la-montre, soit avec des difficultés ou avec des longues distances. Je trouve qu'on ne fait plus assez ça sur les grands tours. C'est-à-dire que les contre-la-montre par équipe font 20 km. Et on fait plus de contre-la-montre. Moi, je me souviens de l'époque des contre-la-montre par équipe. Bon, c'était à une époque de Lance Armstrong, hein, certes. Mais on avait des contre-la-montre par équipe de 60 km, de 70 km et qui faisaient des écarts au classement. Et c'était pas forcément des équipes où il y avait des spécialistes qui s'en sortaient. Parfois, c'était des équipes qui avaient une belle homogénéité. Et moi, j'aurais aimé avoir ça. Ou avoir un contre-la-montre plat, mais de 50, 60 km, parce que ça nivelle un peu. La distance fait qu'on n'a pas forcément des gros écarts au final, parce qu'il faut gérer son effort parfaitement bien. Là, sur 27 km, 30 km, il n'y a pas vraiment de gestion de l'effort, c'est à fond. Et donc quand vous êtes à fond, ça favorise les très bons coureurs de contre-la-montre, ça favorise donc les grimpeurs qui sont d'excellents rouleurs. C'est un petit peu dommage parce que sur un terrain comme ça, imaginons un Romain Bardet, il perd 5 minutes. Il sait déjà qu'il a 5 minutes de débours par rapport à des Roglic du Moulin. Donc c'est un petit peu dommageable. Ça manque d'arriver au sommet. On aura simplement 3 arrivées en haut sommet. Il y aura des arrivées en côte. C'est le cas de Mur de Bretagne. C'est le cas de l'arrivée également du côté de l'étape de Vierzon, parce que j'ai encore oublié la ville. Pardon, Le Creusot, je m'excuse pour tous les habitants de Le Creusot de les avoir oubliés 2 fois. Du côté de Landerneau également, ça sera une arrivée en côte. Mais ça manque de vraies grosses arrivées au sommet. Il n'y en a que 3 cette année sur le Tour de France. Et on sait très bien qu'avec le cyclisme moderne, on l'a vu quand même avec le Giro, c'est pas avec les arrivées en descente qu'on fait des gros écarts. Il faut des difficultés majeures en fin de journée et pour créer les écarts. Voilà. Et avec des arrivées en descente, je crains qu'il ne se passe pas grand-chose, par exemple sur l'étape du Mont Ventoux. Et moi, j'aime pas trop parce que ça veut dire que les coureurs vont devoir prendre énormément de risques en descente. Et je préférerais plutôt qu'ils prennent des risques en montée sur des attaques au niveau de la stratégie plutôt que des risques au niveau des trajectoires qui peuvent parfois leur coûter des gros incidents et accidents. Les transferts, la première semaine va vraiment pas être facile parce qu'il va y avoir d'énormes transferts sur ce Tour de France. Je trouve, pour ma part, que c'est prendre un énorme risque par rapport au Covid. Parce qu'on l'a vu avec la crise du Covid, eh bien, les transferts sont très complexes à mettre en œuvre. On l'a vu sur le Tour de France, on l'a vu sur le Giro. Et par exemple, l'étape qui arrive à Laval, le lendemain, il faut aller à Tours. Il doit y avoir bien 2 heures de route entre ces 2 villes, voire même plus. Entre Le Creusot et Yonax, c'est pas sur des belles routes, il va y avoir pas mal de transports. Et en plus, l'étape aura été longue. Ça veut dire que l'étape aura été longue, on sera parti tôt. Et en plus, il y aura beaucoup de transferts.
Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Il y a pas mal d'étapes où il y aura beaucoup de transferts. On aurait pu réussir à faire autrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne me plaît pas? Oui, c'est encore un tour qui est très au sud. Donc c'est vrai que certaines villes du nord aimeraient accueillir la course, c'est un petit peu dommageable. Après, là, c'est le deuxième tour d'affilée où on a quand même un parcours qui est très sud. Parce que la ville la plus au nord, bon, à part la Bretagne, Brest, tout ça, mais très vite on descend. Et très vite on arrive dans l'hémisphère sud, on va dire, dans la moitié sud de la France. Et puis ça manque de haut sommet. Qui provoque également de la difficulté. Quand vous passez les 2000 mètres d'altitude, ça rend la course plus difficile. Et c'est vrai que vous avez le Mont Ventoux qui a 1900 mètres et qui a un sommet difficile. Vous avez dans les Pyrénées, vous avez quelques difficultés. On passera les 2000 mètres, mais on aurait peut-être aimé un peu plus de difficultés de haut sommet dans les Alpes. Mais bon, pour une fois, on favorise pas les Alpes, on favorise les Pyrénées, donc on va pas non plus être attristé par cela. Les favoris pour moi, pour ce type de parcours, eh bien je mets Evenepoel, je mets Roglic, je mets Dumoulin, je mets Geraint Thomas, voire même Julien Alaphilippe. Il va falloir avoir des qualités de puncher pour les premiers jours de course. Pour ces 5-6 premiers jours, il y aura pas mal d'arrivées en côte. Il faut des qualités en contre-la-montre, ça c'est clair et net. Il y a 60 bandes de contre-la-montre. Sur des contre-la-montre quand même très plats, donc il faut avoir des qualités. Et puis, faut quand même être pas mauvais en montagne, mais on peut s'en sortir en étant moyen en montagne parce que beaucoup d'arrivées en descente, donc un pur grimpeur n'arrivera pas à rattraper son retard. Donc c'est pour ça que j'ai mis tous ces coureurs là. Et Evenepoel, pour moi, il faudra faire vraiment gaffe, même si il faudra qu'il progresse dans son travail de trajectoire dans les descentes. Et puis dans ceux qui pour moi auront beaucoup moins de chance sur ce type de parcours, c'est Pinot, c'est Bardet, c'est Jane Lay, c'est Egan Bernal, parce qu'il y aura le contre-la-montre et ça va leur coûter beaucoup trop de temps, à mon sens, sur ces étapes-là. Je pourrais rajouter Jakob Fuglsang également, qui n'a pas été vraiment en réussite sur le contre-la-montre du Giro. Des coureurs qui pourraient bien s'en sortir et qui ne jouent pas le général. Bien entendu, les sprinteurs. On a une première semaine qui est très très bonne pour les sprinteurs, pour Arnaud Démare, pour Sam Bennett. Là, je pense qu'on aura pas mal de sprinteurs. C'est également un parcours où un Filippo Ganna avec 2 contre-la-montre, ça peut être pas mal. Et puis les attaquants. Parce que comme il y a beaucoup d'arrivées en descente, il y a des possibilités pour les baroudeurs. Donc voilà, c'est un tour qui est beaucoup mieux conçu que le Tour 2019. C'est pas encore parfait, mais rien n'est parfait dans la vie, c'est extrêmement rare. Mais voilà, le parcours 2019 avait été fait avec les pieds. Le parcours 2020 est beaucoup mieux fait, parce que le parcours 2019, j'avais dit, la première semaine, ça savait très bien que sur les étapes de montagne, il n'avait rien se passé, et il ne s'est quasiment absolument rien passé, à part l'étape où il y a Marc Hirschi qui dynamite un petit peu la course. Donc voilà, c'est mieux conçu, on n'enchaîne pas les difficultés à outrance comme on l'a fait cette année, parce que ça n'apporte pas grand chose. Beaucoup trop d'arrivées en descente, je pense que ça va nuire à la course. Malgré tout, on a un parcours qui est beaucoup plus intelligent dans sa manière de faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je pense qu'on fera la même chose pour le Giro. Je l'avais dit l'année dernière, je ne l'avais pas fait, j'espère le faire cette année. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Marek Production. Ciao ciao.